Alors, merci à tous, on va être très clair. Merci à Didier Cornevin qui m'avait consacré cet été une grande journée pour comprendre ces questions liées aux scolytes. C'est vrai que quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui est un vrai pédagogue, c'est beaucoup plus facile de comprendre les enjeux qui sont liés au réchauffement planétaire, à ses effets. Et on le voit bien... Je tiens juste à rappeler quand même que lorsqu'on a découvert la première fois le scolite, non pas les gens de l'ONF ou les gens du CNPF, etc., parce que vous êtes parfaitement conscients, vous allez en forêt, mais c'était lors d'un Tour de France à la Planche des Belles Filles, où effectivement les téléspectateurs avaient été très émus, parce que pour la première fois, ils voyaient des taches dans les Vosges, sur des très très belles forêts, et donc l'émotion a fait que tout un tas de gens se sont questionnés, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que notre forêt souffre? Et c'est là que l'ONF et d'autres partenaires, évidemment, de la forêt, ont dit, oui, elle souffre, et ça fait un moment qu'on le dit. Vous êtes tous, les uns et les autres, et tout un tas d'interlocuteurs, vous êtes des lanceurs d'alerte. Et c'est important de sensibiliser. Et aujourd'hui, et on l'a vu tout au long des 3 jours de table ronde, on se demande comment est-ce qu'aujourd'hui, face à ce fléau qui prend de l'ampleur, cette course de vitesse, on le disait hier, une course contre la montre, comment est-ce qu'on fait pour que tous les interlocuteurs, tous ceux qui peuvent essayer de faire en sorte, et on va parler beaucoup de l'épicéa, et des forêts, mais surtout de l'épicéa, parce que c'est quand même ce qui nous permet d'avoir un paysage et surtout un patrimoine naturel exceptionnel. On va parler évidemment de l'épicéa et de cette question. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de ne pas être pris de vitesse? Comment est-ce qu'on fait pour permettre à tous les propriétaires, qu'ils soient privés, publics ou les mairies, comment est-ce qu'on fait pour essayer de faire en sorte que les scolytes ne prennent pas plus d'ampleur? Comment est-ce qu'on fait demain pour, non pas forcément, et vous l'avez bien entendu avec Didier Cornevin, l'idée c'est pas de replanter, c'est la régénération naturelle. Ce qu'il a dit aussi lorsque j'étais avec lui, il a dit la question elle n'est pas écologique seulement, elle est d'abord économique. La forêt va nous survivre. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour faire vivre une filière qui emploie 400 000 personnes? Alors, avec moi, j'ai évidemment des interlocuteurs que vous connaissez probablement tous. François Charvin, vous êtes UFP, donc juste quelques mots, c'est important, prenez le micro. Quelques mots sur... vous êtes France Sylva, donc c'est un peu le pendant pour les propriétaires privés de l'ONF, c'est ça? Alors, dites-moi tout. Non, normalement, vous mettez... Oui, voilà, c'est parfait. Bon. C'est bon. Voilà. Donc, c'est plutôt le CNPF qui est le... François Charvin, donc je suis le président de l'Union des forestiers privés de Haute-Savoie, qui est rattaché à France Sylva. France Sylva étant la Fédération française de la propriété forestière. Donc on représente les propriétaires et on est accompagné dans notre travail par le Centre national de la propriété forestière, qui est l'équivalent de l'ONF, l'Office national des forêts, pour les communes forestières, pour le domaine public. Voilà. Donc on est, si je puis dire, on est des bénévoles qui accompagnons nos propriétaires. Alors, il y a vraiment un travail de communication auprès d'eux à faire parce que on est aujourd'hui, comme cela a été dit déjà tout à l'heure, il y a beaucoup de propriétaires, malheureusement, surtout dans notre département de Haute-Savoie, qui est un des plus morcelés de France, il faut le savoir. La Haute-Savoie, c'est 1,6 hectares par propriétaire. Tout ça, c'est encore redivisé en parcelles. Donc, c'est vraiment et souvent, quand on cite un propriétaire, c'est encore parfois une indivision, malheureusement. Donc on a une forêt privée qui est très très morcelée, et je dis bien une des plus morcelées de France. Donc notre objectif, c'est de sensibiliser le maximum de propriétaires. On est plutôt en bonne croissance, si je puis dire, depuis quelques années. On augmente en gros de 10% le nombre de nos adhésions annuelles, et je m'en réjouis, mais il y a un énorme travail à faire pour avoir encore beaucoup plus de propriétaires qui se rattachent à nous. Alors, et c'est vrai que c'est de tout ça débouche
une problématique énorme en termes de gestion. Et je dis bien, par l'accompagnement qu'on a, on essaye au mieux de faire, de sensibiliser tous ces propriétaires. C'est aussi sensibiliser, notre objectif, c'est aussi de sensibiliser le grand public, parce que, enfin, les élus, le grand public, et ça fait partie aussi de nos missions, parce que comme cela a été aussi dit tout à l'heure, la Haute-Savoie aujourd'hui c'est une grande ville, hein, donc la population de Haute-Savoie est très, si je puis dire, urbaine pour ainsi dire. Il y a beaucoup de gens qui sont venus s'installer dans nos départements et on peut s'en réjouir, mais toute cette population a besoin d'être informée sur la forêt. Et là, encore une fois, pour reprendre beaucoup de choses qui ont été dites tout à l'heure, je crois que je vais faire... pratiquement tout a été d'ailleurs dit en termes sur cette forêt. La forêt, c'est pas le tableau qui est accroché au mur, ça vit, et tout ça, il faut qu'on le fasse comprendre à tout ce public qui, malheureusement, souvent croit que voilà, c'est là pour l'éternité et qu'on ne touche plus à un arbre. Faut que les gens n'oublient pas qu'on est tous sur cette terre des consommateurs de bois, donc y compris ceux qui ne veulent pas voir des arbres se couper. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui fait partie de notre message, hein, c'est de bien sensibiliser l'usage du bois qui, quelque part, est beaucoup plus intéressant par rapport à du plastique ou du béton et d'autres matériaux non renouvelables. Voilà. On va de toute façon évoquer la filière bois face au béton, etc., parce que ça, évidemment, c'est aussi une possibilité de faire en sorte que les épicéas ne meurent pas et qu'ils soient que des déchets. Sylvain Ougier, donc vous êtes du Centre national des propriétaires forestiers. Je tiens à rappeler quand même, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de l'ONF, c'est à peu près 9000 salariés. Je crois qu'ils ont des vraies difficultés, eux aussi, à trouver des candidats pour venir travailler à l'ONF. Je précise parce que j'avais aussi fait un film dans les Vosges et j'avais rencontré les gens de l'ONF qui disent tous que c'est un métier qui a changé. On n'a plus seulement cette image d'Épinal avec la hache et la chemise de bûcheron ou canadienne avec la hache sur l'épaule. Aujourd'hui, moi je les ai vus, c'est des gens qui utilisent les drones, c'est aussi des gens qui exploitent évidemment les datas. Il y a des cartes aujourd'hui qui existent sur le développement du scolyte. C'est formidable parce qu'on voit à quelle vitesse il va. Alors, Sylvain Ougier, vous êtes dans votre centre, dans l'établissement, vous êtes à peine 450, c'est ça en France ? Oui, au niveau national, oui, tout à fait. Pour la Savoie et la Haute-Savoie, on est une équipe de 13, je m'inclus dedans. Donc j'ai 12 agents, une ingénieure recherche et développement que vous avez pu voir hier, Lauriane Aîné, qui est intervenue sur les services écosystémiques. Et puis après, j'ai 11 agents répartis sur les 2 départements. Et pour faire suite à ce qui a été évoqué par Loïc Hervé juste avant, effectivement, les collectivités prennent une part de plus en plus importante dans dans la mobilisation de techniciens pour accompagner les programmes de développement locaux. Moi, l'État nous donne à peu près 3 postes et demi sur les 13. Et l'ensemble des autres postes sont en CDD, recrutés sur des contrats locaux. On a 14 conventions territoriales avec différents territoires. Et la plus ancienne, j'en profite, c'est le Pays du Mont-Blanc. Aline Pissard est ici présente. On l'a signée en 2009 ou 2010, me semble-t-il. Et on a un agent qui est dédié au territoire uniquement pour les propriétaires forestiers des 2 communautés de communes. Donc on le voit bien, pas assez de monde pour gérer une forêt qui est forcément colossale. Ce qu'il faut dire aussi avec forcément la forêt, on le voit, j'étais dans une scierie dans le Jura, j'étais dans une usine de la Mêlée-Collée qui utilise un peu aujourd'hui du bois local, c'est-à-dire plus qu'avant. Il y a 10 ans, on en utilisait moins, ce qui est quand même important. On est en train de booster cette filière, mais le bois scolyté, on a du mal encore à l'utiliser. Philippe Alpi, vous êtes maire de Frasnes. En tant que maire, vous avez, vous, le sentiment aujourd'hui qu'on en fait assez pour accompagner les communes qui sont propriétaires de bois, de forêts, parce qu'il ne faut quand même pas oublier un élément essentiel. Les communes, pour certaines, de 400, 500, 600, même 1000 habitants, leur forêt,
c'est quand même 50% parfois de leur budget. C'est pas rien. Et c'est pas seulement une partie de leur budget, c'est aussi la possibilité pour eux de replanter et d'exploiter avec les générations futures ce bois. Alors, à Frasnes, comment ça se passe ? Frasnes, c'est une commune de 3600 habitants, 3600 hectares, 2000 habitants et 600 hectares de forêt, dont, grosso modo, en 1999, la tempête a supprimé 15 années de récolte. Et aujourd'hui, sur les 600 hectares, on a effectivement, on sort 2000 mètres cubes de scolytes par an depuis 2018. Ça vous donne une idée sur un potentiel de récolte dans notre plan de gestion qui était, après tempête, réduit à 2500 mètres cubes. Donc on a déjà 2000 mètres cubes de scolytes. Et au niveau départemental, une solidarité territoriale, on ne met plus de bois vert sur le marché. Ça veut dire que les communes qui ne sont pas impactées par du scolyte ne peuvent pas mobiliser de bois vert pour leurs revenus communaux. Donc ça veut dire que c'est très très compliqué pour un nombre conséquent de communes dont le budget annexe alimentait le budget principal. Alors moi je ne suis pas dans ce cas-là, parce que dès 2008 en tant que maire, on a fait le choix d'une gestion dynamique de la forêt, c'est-à-dire un tiers doit aller du budget de la forêt, devait aller, malgré les circonstances difficiles, devait aller aux travaux en forêt, une vraie volonté de gestion. Un tiers, on le dédiait au budget général, mais on ne l'a jamais fait parce qu'on l'a laissé au budget annexe, et un tiers pour acheter des forêts, parce qu'on a un vrai problème sur notre territoire, c'est que la mosaïque des forêts privées n'ont pas de destinée, et si on laisse ces forêts abandonnées, c'est un risque de friche. Alors le friche, je sais que le nom de friche, c'est peut-être pas acceptable pour certains, mais nous craignons aussi le fait que des parcelles ne soient pas entretenues, et bien évidemment, parce que notre forêt est très ouverte, il y a les randonneurs, il y a les randonneurs à cheval, à vélo, piétons, il y a tous les risques de coups de vent et de risques qui impactent tout cet aspect social d'ouverture de la forêt. Et ça revient au maire, en plus, en termes de responsabilité, si un arbre tombe sur le chemin qui est ouvert. Donc pour la commune, vis-à-vis de la forêt, on a réussi avec l'équipe municipale, parce que là aussi, ça a été évoqué précédemment, mais il faut véritablement que les élus aiment leur forêt, et aiment leur forêt pour demain. Et c'est cela qu'il faut faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, moi je me bats avec certains collègues pour dire la forêt de demain, il faut avoir une ambition, et il faut une forêt dynamique. Et pour avoir une forêt dynamique, ça a été dit précédemment, il faut aussi l'accompagner, en comptant sur la régénération. Mais sur la régénération, on voit bien, avec tous les dilemmes, la chasse qu'il faut accompagner, il nous faut accompagner tous les acteurs autour de la forêt, et je plaide pour qu'on consacre une partie de ma forêt dévastée à mettre du panneau photovoltaïque pour une recette qui me permette... Justement, sur les solutions, effectivement, on va l'évoquer, mais on était au comice agricole de Septfontaine ensemble il n'y a pas très longtemps, c'était au mois d'août, et le maire de Septfontaine, c'est 400 habitants. Lui, aujourd'hui, sa forêt ne lui rapporte plus rien. Il a fait en 3 ans l'équivalent de 10 coupes à cause de ses épicéas scolités. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour accompagner ces communes qui ont un manque à gagner, mais pas seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, les générations futures? Alors je suis comme Alain Baraton, je pose des questions qui peuvent être parfois gênantes. Oui. J'ai passé 3 jours avec lui, donc c'est pour ça. D'autant que, moi, pour les communes, j'ai pas trop de solutions. C'est l'Office national des forêts qui est plus à même de répondre. Après, pour les forestiers privés, je revenais sur l'animation, c'est-à-dire qu'en fait, j'aimerais bien illustrer le morcellement en forêt privée, parce que pour moi, c'est... Et on reviendra après, effectivement. Ouais, c'est ça. Si je peux illustrer... Oui, bien sûr, allez-y. Je sais pas si... Fais voir le... Tiens, François, je crois que la télé... Voilà. Je sais pas s'il y avait un petit montage qui était prévu. Alors on en profite pour saluer la présence de Vincent Régnier, patron des magazines de M6, et qui s'enfuit. Merci Vincent, à très bientôt. Sur M6, vous allez en faire beaucoup sur les scolites.
Pardon, allez-y. Donc je voulais juste revenir à la diapo d'avant. Voilà. Je voulais juste illustrer en fait la complexité de travailler en forêt privée. Les forêts privées pour la Haute-Savoie, c'est 141 000 hectares. On considère qu'on n'a que 100 000 hectares de forêt productive. Ça a été évoqué tout à l'heure par différents intervenants. Il y a une partie importante qui est inaccessible et qui restera inaccessible même si on... Enfin, qui restera inaccessible parce que trop haute. Trop haute et peut-être trop coûteux pour le mètre cube de grume, aller chercher dans des endroits difficiles d'accès, c'est pas forcément... Alors, c'est partout très coûteux, en fait. Mais c'est vraiment trop haut, c'est-à-dire qu'il y a des barres rocheuses, il y a vraiment des obstacles topographiques qui ne nous permettront pas d'y aller. En tout cas, pas actuellement. Ce qu'il faut aussi retenir, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est la desserte. On a un manque de desserte en forêt qui est considérable. On considère en Haute-Savoie que 57% des forêts privées ne sont pas ou très peu desservies. Ça veut dire que c'est une surface considérable où il n'y a pas de gestion. Si on ne peut pas accéder, on ne peut pas gérer. L'acte de gestion, c'est mobiliser un arbre, c'est pouvoir faire des travaux, mais pour ça, il faut pouvoir accéder. Donc on a un retard d'équipement qui est considérable et on a un vrai souci d'acceptabilité de ces équipements par les populations qui est de plus en plus important. Aujourd'hui, la forêt, c'est cette notion un petit peu, de forêt... paysage. Et les gens s'imaginent que dès lors qu'on va faire une route forestière, on va dégrader les paysages. Alors souvent, les arbres font 30 mètres de haut. Si on fait un beau projet avec des études d'impact, évidemment avec des études paysagères, bien sûr, avec des études environnementales, on est capable de faire un projet qui soit à la fois compatible avec la préservation de l'environnement, compatible avec les paysages, et qui va permettre à terme de mobiliser du bois et d'éviter d'importer 80% des bois de construction en bois étranger. Alors il faut peut-être un plan forêt, comme il y a eu un plan montagne à une époque, où on a désenclavé toutes les stations, tous les villages qui ont eu des stations de sport d'hiver. Donc, est-ce qu'il ne faut pas un plan forêt? Parce que là, on en profite. On a un vice-président du Sénat, on a aussi Monsieur Raffarin, ancien Premier ministre. Il faut un plan forêt, un plan bois. Il faut que l'Europe vous aide à construire des routes pour justement... Enfin, c'est quoi aujourd'hui la vraie solution? Moi, aujourd'hui, là, on a 100 000 propriétaires en Haute-Savoie pour à peu près 100 000 hectares. On a 1,5 hectare par propriétaire. Je pense qu'il faut reconnaître l'intérêt général le service d'intérêt général rendu par les forêts. Aujourd'hui, quand on fait un projet de route forestière, il faut arriver à mettre d'accord sur Morzine 476 comptes cadastraux pour 4 km de route. Donc on va devoir mettre d'accord 476 voisins qui sont fâchés pour des questions d'équipe de chasse, qui sont fâchés parce qu'ils ont un refus de permis de construire, qui nous sortent à chaque fois des négociations, 10 ans d'études, 10 ans de négociations pour qu'à terme, on loupe les règles de majorité. C'est-à-dire que l'État nous permet, si on fait une enquête publique, de reconnaître l'intérêt général d'un projet dès lors qu'on a les 2/3 de la surface avec la moitié des propriétaires ou l'inverse. Donc on fait une enquête publique et là on a loupé les règles de majorité pour 1,3 hectare sur 476. C'est terrible. Donc en fait on se dit mais pourquoi on ne reconnaît pas l'intérêt général de cet équipement? Surtout qu'aujourd'hui il va nous permettre à mobiliser du bois, c'est-à-dire plutôt que d'importer des bois d'Allemagne, de Finlande ou du Nordic Timber Council, on pourrait utiliser la filière locale. Je rappelle quand même que la production biologique annuelle en Haute-Savoie est d'1 million de mètres cubes. Chaque année il pousse 1 million de mètres cubes. On en exploite 312 000. Ça veut dire qu'on importe énormément d'arbres. Et dans le même temps, on importe 80% des bois qu'on met en marché. La chance qu'on a ici, c'est tout du massif. Donc ça, on est sûr que c'est du bois local. Par contre, les bois contre-collés à bouter, quand vous voyez dans certains gymnases, souvent, très souvent, trop souvent, c'est des bois étrangers. Alors, donc, pardon, mais à Pontarlier, le cercle nautique, justement, ils vont avoir un cercle nautique qu'avec du bois scolité. Preuve qu'en lamellé-collé, on peut faire ce qu'on ne peut absolument pas faire avec une poutre en bois massif. Donc il y a des solutions. Nos ingénieurs, on a des technologies. C'est ça qui est important aussi à dire. Donc, à mon avis, quand je parle de plan forêt, plan bois, etc., c'est qu'à un moment ou à un autre, il va falloir dire il faut utiliser du bois local. Ce que vous me dites, c'est que grosso modo, on utilise 30% des bois ici. On n'exploite que 30%. De l'accroissement courant. Le capital, il fait 44 millions de mètres cubes. Donc il y a un problème. Là, je parle aux élus. Il y a un vrai problème aujourd'hui.
C'est ça. Et pour moi, c'est l'accès. C'est-à-dire, du coup, on a tendance, quand c'est accessible, on surexploite les parties accessibles parce qu'il faut alimenter la filière. Et par contre, il y a plein de secteurs qui sont productifs, faciles d'accès. L'ONF a très bien équipé ses forêts parce que l'ONF, ils ont, entre guillemets, plus de maîtrise foncière. Ils travaillent pour une commune ou en forêt domaniale. En forêt privée, ce qui a été fait était facile à faire. C'est-à-dire qu'on avait des propriétaires motivés, sylviculteurs, qui se sont mis d'accord à 5 ou 10, et finalement, on est arrivé à faire les premiers kilomètres. Mais aujourd'hui, on arrive sur les secteurs qui sont complexes, et avec une approche et un rapport à la forêt qui a changé. Aujourd'hui, tout le monde fait de la protection, et je comprends, et je comprends qu'on puisse refuser un projet pour des questions philosophiques. J'ai du mal à admettre, par contre, qu'on me pose en disant on peut faire autrement. L'intérêt général, c'est a priori ce qui devrait prévaloir. Enfin, c'est très naïf que je dis là, mais j'adore cette naïveté quand il s'agit de dire des choses assez simples. Oui, et ce qui va peut-être nous aider, c'est que depuis quelques années, le risque incendie existe en Haute-Savoie, ce qui n'était pas le cas, et on pense aujourd'hui que ça peut servir dans les négociations qu'on va mener et avec les propriétaires et avec les élus pour dire... La route forestière, elle va se permettre de servir à mobiliser du bois, mais demain, elle peut peut-être également nous servir à sauver un massif forestier et à sauver les habitations qui sont en dessous. Ça, c'est le travail de la DFCI, défense contre les incendies, défense des forêts. Et ça, c'est un énorme travail. On ne se rend pas compte, mais dans les Vosges, par exemple, aujourd'hui, il y a un risque d'incendie qu'il n'y avait pas il y a encore 10 ans. C'est-à-dire que tout ce qui était sur l'arc méditerranéen, les méga-feux, les feux, remontent. Et c'est ça le vrai problème. Et vous avez raison, il faut en faire une opportunité. Donc il y a plein d'opportunités. Mais à un moment ou à un autre, il faut que l'intérêt général puisse évidemment prendre le pas sur l'intérêt individuel. Parce que quand on entend tous ces... Enfin, je veux dire, vous avez quand même des difficultés sur le foncier pour faire des routes, faire des chemins. Oui, c'est considérable, oui, tout à fait. Vous partagez... Écoutez, je crois qu'il n'y a rien à rajouter sur ce que vient de dire Sylvain. Là, c'est vrai qu'il y a une préoccupation qui, quelque part, comme tu viens de le dire, évoluera avec ce changement climatique qui peut effectivement, enfin, qui va générer des incendies. Et donc, ouvrir des pistes forestières, ce sera aussi aller lutter contre les incendies. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui devra rentrer en ligne de compte demain. Voilà. Mais Sylvain a bien résumé, si vous voulez rapporter quelque chose. Avec les pompiers de Saint-Dié-des-Vosges, on s'est même rendu compte que la difficulté d'accès aux forêts, c'est pas la même chose que des incendies qui n'ont pas lieu dans les forêts. Los Angeles, on peut tous s'interroger sur le fait que c'est brûlé aussi vite. Bon, Trump dit encore que c'est pas lié au réchauffement planétaire. On va pas gloser autour de ça, mais c'est vrai que c'est difficile d'accès à la forêt aujourd'hui. Le maire de Fran, Philippe. Oui, alors c'est dans le domaine privé. Moi, j'étais conseiller régional en 2001 et on avait mis avec les notaires en place un système pour la forêt privée. Alors, je ne sais pas si ça a été repris au niveau national, mais c'est que lorsqu'une parcelle de bois était en vente, il a été instauré, accompagné par la région, financé, c'est-à-dire l'ordre des notaires était accompagné sur ce chantier-là, c'est-à-dire que les notaires devaient interpeller tous les propriétaires autour qui sont prioritaires dans l'acquisition. Je ne sais pas si c'est valable aussi chez vous. Ça, c'est toujours valable. Voilà. Et cela, donc, c'est national. Ça, c'est un vecteur chez nous d'accélération de l'augmentation des îlots, et c'est significatif. Et ça a facilité aussi la constitution d'ASA dynamique. Parce que ceux qui achètent, c'est des hommes et des femmes qui ont la conscience qu'il faut épargner le sol, donc faire une piste pour qu'on évite de massacrer le sol forestier pour l'exploitation. Donc ça, c'est important, c'est même majeur. Et puis, ça permet aussi d'avoir des interlocuteurs, pas qui soient professionnels, mais qui ont une culture de la forêt et qui concourent à cette culture de la forêt. Le mot culture est important. Pourquoi il est important? Parce qu'aujourd'hui, il faut faire de la pédagogie auprès des populations. Il faut qu'elles comprennent qu'une forêt vivante, c'est une forêt où il y a des branches mortes, etc. Et ça, c'est difficile parfois à accepter. De la même manière, puisqu'on y arrive péniblement, mais on y arrive. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, en rappelant que la forêt est belle, qu'elle est exceptionnelle, est-ce qu'on arrive quand même à sensibiliser les gens? Je dis toujours cette beauté fragile, cette beauté vulnérable, parce que le réchauffement planétaire nous rappelle aussi à quel point elle est fragile.
Qui veut prendre la parole? J'ai envie de dire, enfin, c'est notre rôle, effectivement, de sensibiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme beaucoup de personnes dans cette salle le font. Non, mais la question, c'est plutôt, est-ce que c'est facile de sensibiliser aujourd'hui des populations qui parfois découvrent ou redécouvrent la forêt? Non, alors d'autant plus dans un département comme le nôtre, qui est, je dis bien, en croissance démographique énorme. Hein. La Haute-Savoie, c'est 240 000 habitants en 1945, c'est 850 000, je crois, ou 830 000 aujourd'hui, avec une population très très différente de ce qu'elle était. Hein. La Haute-Savoie des années 50-60, c'était, si je puis dire, une population très rurale, où chaque habitant, finalement, chaque famille avait une parcelle forestière, elle s'y intéressait, ça faisait partie de la culture de toutes ces familles paysannes. Aujourd'hui, effectivement, la population qui fréquente nos forêts n'a pas forcément une attache ancestrale à cette forêt, et donc à nous, effectivement, de sensibiliser tous ces usagers. Et c'est pas simple. C'est pas simple parce que, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, sur cette terre, tout le monde consomme du bois, mais un arbre, un meuble qui a été fabriqué, qui arrive chez vous, qui vient de je ne sais quel pays, ça pose pas de problème. Par contre, si on est sur le chemin de promenade où on a vu une coupe de bois se faire, là, c'est beaucoup plus compliqué à accepter. Et ça, je crois que ça fait partie de notre message, de vraiment faire comprendre l'usage du bois, tous les rôles de la forêt. Hein, on s'y efforce aussi, hein, parce que la forêt, c'est aussi, ça fait partie, je pense, des débats qui ont eu lieu et dont on pourra encore parler, son rôle par rapport à l'eau, à la qualité des eaux, aux retenues des zones pentues, aux qualités paysagères et bien d'autres rôles que nous apporte la forêt. Mais ce rôle de production de bois, il ne faut surtout pas le négliger, il fait partie intégrante de tous les autres rôles. Voilà. Et ça, c'est le message qui est pas simple à faire passer. Loïc Hervé, le sénateur, disait tout à l'heure qu'on est dans une logique d'offres et de demandes. On sait aujourd'hui, pour accompagner cette filière, et notamment ceux qui sont propriétaires de bois scolytés, il va falloir à un moment les soutenir aussi financièrement. J'ai vu pas mal de maires ces derniers temps qui tous contestaient le fait qu'on leur achète quasiment 5, 10, 15 euros le mètre cube de grumes. Évidemment, avec ça, on ne peut pas évidemment replanter. On ne peut pas non plus faire vivre cette filière. Alors comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour sortir un peu... Les Américains, après tout, avec le coton, ils le font... Et puis nous, on a des subventions. Comment est-ce qu'on fait avec un cahier des charges, peut-être? On subventionne justement les propriétaires de bois scolytés, mais on les accompagne avec un cahier des charges, des obligations. Ça peut être une solution? Oui, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire faire reconnaître les services rendus par la forêt autres que la production de bois. Aujourd'hui et depuis tout le temps, seule la production de bois a payé tous les services. L'accueil, la protection, la filtration des eaux potables, la séquestration du carbone, la qualité du paysage, la séquestration de la pollution atmosphérique. Et c'est le bois et sa commercialisation qui a payé tout ça. Demain, on souhaiterait faire reconnaître les autres services rendus, l'accueil, les champignons, le VTT, le carbone. Donc on commence. Donc pour le carbone, c'est en place. On met en place des labels bas carbone. Et quand on fait une plantation après un sinistre, à Gland, 100 hectares par terre, le 1er juillet 2019, on a rassemblé 150 propriétaires pour mettre en place des programmes de reconstitution forestière adaptés au changement climatique. Et avec des partenaires privés et publics, on a passé des contrats label bas carbone, c'est-à-dire que le ministère de la Transition écologique nous valide le bénéfice CO2 apporté par le travail qu'on met en place, avec des itinéraires très contraints, très précis. Et c'est plus de 3000 tonnes de CO2 qui ont été séquestrées dans ces projets-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, ça a été évoqué tout à l'heure sur l'eau potable. L'eau forestière est très bon marché. Elle arrive par gravitation, elle n'a pas de traitement, on ne met aucun produit phyto en forêt. Un peu de chlore parfois, mais... En tout cas, pas en forêt. Donc en fait, elle est de très bonne qualité. Je donne un exemple sur les coteaux au-dessus de Bourg-en-Chablais et de Périgné. Là, on est au-dessus du lac Léman. Il y avait un jour un captage qui alimente 40 000 usagers où il y a eu un tracteur forestier qui a gambadé un peu au-dessus, qui a fait de la turbidité. Ils ont dû fermer les vannes. Ils ont pompé dans le lac Léman pour alimenter l'ensemble de leurs usagers. Et ils nous ont dit, vous arrêtez toute exploitation forestière.
On leur a dit non, on peut peut-être faire quelque chose de gagnant-gagnant. Et on a mis en place, comme vous l'évoquez, un cahier des charges de sylviculture compatible avec la production d'eau potable. Et la collectivité qui avait la compétence eau a même, du coup, s'est engagée davantage, c'est-à-dire qu'elle a dit je fais même de l'acquisition dans les périmètres dès qu'on voit apparaître des parcelles qui seraient à vendre pour augmenter la surface et venir faire grossir la boule de neige. Vous vous rappelez de la photo que j'avais tout à l'heure sur le morcellement. L'idée, c'est qu'on va faire un bout de pulse et faire agréger de plus en plus de parcelles à un programme concerté, collectif, de gestion commune. Et en fait, on est arrivé à mettre en place un partenariat entre le syndicat des eaux et les forestiers privés du massif qui valorise et qui bonifie les bois qui sont mobilisés selon le respect du cahier des charges. Parce que pour eux, c'est une eau qui est 30 fois moins chère que celle qui est pompée dans le lac Léman, parce qu'il faut la tirer, les équiper, la traiter et ainsi de suite. Alors, peut-être une question, parce que Philippe, tout à l'heure, vous évoquiez évidemment les panneaux photovoltaïques. Donc forcément, c'est une source de financement. Il faut trouver d'autres modèles économiques, on vient de l'entendre. Mais la question, est-ce que ce n'est pas l'acceptation par les populations des panneaux photovoltaïques? Non. Alors pourquoi l'idée on parle d'agrivoltaïsme, on parle qui est sur une zone comptée difficile d'acceptabilité, mais il faudra bien que nos communes aient une ressource demain. Si la forêt n'apporte pas la ressource et que nous devions, pendant 50 ans, entretenir la forêt pour qu'elle soit dynamique, c'est-à-dire payer des hommes à intervenir sur la forêt, ça a été évoqué par M. Cornevin tout à l'heure, il faut plus de moyens, sans revenus. Parce que la forêt, pendant un certain temps, elle n'apporte pas le revenu suffisant pour entretenir. Donc je crois que là, il faut trouver une recette supplémentaire sans mettre à mal l'ONF, parce que l'ONF, il faut qu'elle ait revenu. Et aujourd'hui, je plaide auprès des présidents de communes forestières, c'est peut-être M. Hervé va peut-être comprendre ma démarche, c'est de dire je suis volontaire pour me substituer aux propriétaires privés qui ne veulent plus assumer leurs responsabilités de gestionnaire d'une forêt, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, ils sont trop âgés, ils sont trop loin, c'est trop morcelé. Donc la commune est volontaire. Les collègues, on a un plan intercommunal, nous, de replantation géré, mis en place au niveau de notre intercommunalité. Et les maires sont assez volontaires. Mais par contre, on s'est tous inscrits dans les ZAER volontairement en se disant on va consacrer une partie... Juste préciser l'acronyme parce que... Zone d'acceptabilité d'énergie renouvelable sur notre territoire. On ne peut pas faire d'éoliennes parce que les militaires passent en rase-motte avec des avions. Et puis, on n'a que le photovoltaïque. On est un territoire dépourvu de ressources en énergie, pas d'eau. Donc, il faut trouver une alternative. Et moi, je plaide pour... que ce soit acceptable demain, que les territoires aient une réflexion par rapport à l'énergie, territoire énergie positive, parce qu'on ne peut pas demander, hier on parlait des centrales, les EPR qu'on va mettre, je ne sais pas où, sur le Rhône certainement, puisqu'il n'y a que le Mont Blanc qui puisse alimenter encore durablement des rivières pour refroidir, mais ça veut dire que les populations, elles sont condamnées à accepter pour des autres qui seraient planqués. Moi je dis non, je suis un maire qui a envie d'apporter ma contribution, ma population. C'est un bien commun, la forêt. Un bien commun. Et je pense que ça doit être acceptable, parce que ça peut être une démarche citoyenne où les acteurs de ma commune peuvent prendre des parts, ma commune prendre des parts à côté de l'industrie, bien sûr. Il nous faut le savoir-faire, l'expertise industrielle. Je consacrerai 5% de ma surface forestière communale. Ça rémunérerait l'ONF. Et j'ai un point de réinjection fort parce que j'ai une grosse plateforme RTE, réseau de transport électrique, sur ma commune. Donc, il n'y a pas un problème difficile d'infrastructure. Et consacrer 30 hectares, 30 hectares de forêt qui est sur des terrains très, très peu, en termes d'agronomie, très pauvres. Je pense qu'on doit pouvoir trouver des solutions de cette nature sur des terrains là où les territoires sont volontaires. Et c'est tout le dilemme avec l'ONF. C'est pas l'ONF qui est le problème. Hein. C'est au niveau des élus qu'il faut que ça légifère un petit peu pour que ça avance sur ce volet-là. Mais c'est vrai qu'il va falloir trouver des alternatives pour qu'on soit vis-à-vis de la forêt. Alors on n'a pas la même problématique des forêts ici, dans le massif du Jura. Le scolyte avance beaucoup, beaucoup plus vite. Et les cicatrices sont beaucoup plus conséquentes. Donc il va falloir on a déjà une marge d'avance par rapport à ici. Donc il faut qu'on trouve d'autres solutions pour témoigner de cette démarche volontaire, dynamique,
On sait que c'est un travail long, hein. Les 50 ans qui viennent, c'est des travaux nécessaires à la sylviculture, tout en respectant la biodiversité, mais c'est un travail qu'il faut assumer. Et il faut des moyens. On ne cesse de dire depuis le début qu'on est dans une course contre la montre. J'ai vu des scieurs qui me disent que dans les 10 ans, ils ne savent pas s'ils auront encore des épicéas. C'est une vraie question. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des alternatives aux épicéas? Comment est-ce qu'on aide la filière? Moi, ce qui me paraît complètement sidérant, c'est qu'on a une filière qui emploie, forêt et bois, 400 000 personnes. 400 000 emplois. On n'arrive toujours pas à dynamiser pour que l'ONF, je suppose qu'au CNPF et chez France Silva, vous avez le même souci. Comment est-ce qu'on fait pour booster? Alors, Philippe de Paris va animer la prochaine conférence sur la formation. Et je pense que au-delà des formations, c'est aussi la revalorisation de ces métiers. En un mot chacun, parce que il y a une course contre la montre avec le scolite, mais il y a aussi malheureusement une question de temps ici. Donc comment est-ce que vous avez des solutions? On l'a entendu avec Philippe, on l'a entendu aussi avec vous. Aujourd'hui, si vous deviez vous adresser à Paris, à ceux qui décident souvent, trop souvent d'ailleurs, qu'est-ce que vous diriez ou proposeriez? Moi, je fais le parallèle avec l'agriculture. Le litre de lait qui est produit en vallée d'Abondance, pour faire de l'abondance, il ne se vend pas au même prix que le producteur breton qui le vend à Lactel. Il faut une AOP, AOC, voilà, c'est ça ils ont su apporter des signes de reconnaissance sur leurs produits, sur leurs matières premières, et on a la capacité à le faire. Malheureusement, ça ne rentre pas dans la mondialisation du bois et dans les grands marchands de bois, et ils font tout pour que ça soit une matière première la plus anonyme possible. Alors qu'elle a un bilan carbone qui est remarquable. Quand un bois est coupé à Combloux, scié à Combloux ou à Megève, juste à côté à la scierie, livré chez Bondex et construit à Chamonix, il a fait 30 km. C'est imbattable par rapport à des produits contre-collés qui arrivent de Finlande ou d'Allemagne. Voilà. Ou de Chine, parce qu'on on exporte du bois en Chine, il les transforme en parquet, et qui les achète? Ils nous les rendent. Ils nous les rendent. Donc si on pouvait avoir l'empreinte carbone sur chaque... Je dis ça parce que je sais que le Premier ministre, la Chine, il connaît très très bien. Donc, en fait, je pense que les reconnaissances type AOC, Bois des Alpes, Bois Qualité Savoie, ça va dans le bon sens. Il faut reconnaître les bois locaux. Et si on pouvait, sur tous les sillages qui sont vendus chez tous les distributeurs, avoir l'empreinte carbone CO2 du sillage, peut-être que le consommateur, il dira, je suis prêt à mettre 10% de plus si on me garantit que celui-là, il a fait moins de 50 km. Transparence, labellisation. Oui, on peut l'applaudir parce qu'effectivement, c'est aussi des solutions qu'on recherche aujourd'hui pour cette filière. François? En tout cas, Sylvain, une fois de plus, a bien répondu. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, dans notre département, par rapport à ces produits qui sont peu vendus, le bûcheron, on a du mal en plus à trouver des gens, des exploitants forestiers, des gens pour couper des arbres. Ce sont des métiers qui sont peu valorisés, il faut quand même le savoir. Donc ça fait partie de nos problématiques. Hein. Ce sont des métiers qui n'intéressent pas. Et il y a une école, il y a l'ISETA qui est ici et qui forme des jeunes au bûcheronnage en particulier, et c'est très bien, mais on a un problème aussi purement humain de professionnels de la forêt. Ça désintéresse tout le monde. Et ça fait partie malheureusement de nos préoccupations qu'on essaye de dynamiser. Mais voilà. Après, c'est vrai qu'on est... À France Silva, pardon, j'empiète un tout petit peu sur le prochain débat, mais vous essayez aussi de pousser à la formation. Écoutez, personnellement, on reçoit des écoles, en tout cas, on sensibilise les plus jeunes, ceux qui sont déjà dans la filière bois, on les sensibilise à ces métiers de la forêt. La forêt, c'est faire des réunions, bien sûr, mais c'est aussi aller sur le terrain, c'est avoir des gens pour couper des arbres, et aussi même, le plus difficile, c'est qu'on trouve personne pour planter des arbres. C'est quand même assez extraordinaire. Tout le monde est bourré de bonnes idées, mais trouver des gens pour planter des arbres en Haute-Savoie dans nos forêts, c'est juste introuvable. Donc ça, c'est quand même un gros paradoxe de notre fonctionnement. Paradoxal quand on sait qu'on doit planter 1 milliard d'arbres. Ou comment, il n'y a pas eu de plan, voilà, c'est un peu compliqué. J'irai même pas là-dessus. Exactement. Philippe, vous, toujours, c'est l'élu qui m'intéresse, le maire, qui prend des risques. Il ne faut pas le nier. On parlait de Métabier il y a 2 jours. Vous avez fermé un tiers des remontées. Aujourd'hui, sur la filière bois,
pour s'adapter au changement climatique? Qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de pousser à la compréhension de l'importance de cette filière? Je vais, Monsieur Alpi, je vais vous demander d'être le plus synthétique possible parce on court après la montre, là, ça y est, Alors, on est en retard. Je vais déjà corriger Morad parce que j'ai pas fermé. On a adapté l'espace d'exploitation de la station vous pour qu'elle soit pérenne sur demain. France 5. Donc ça, faut l'entendre. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Et on va remettre à l'état naturel les espaces qui sont suspendus d'exploitation. J'ai dit que c'était Je très m'excuse, courageux. hein. Non, mais moi, je voudrais aussi apporter un élément positif pour les propriétaires privés. Il existe des coopératives chez nous qui sont très dynamiques. Coopératives, je ne vais pas faire de publicité pour quelques coopératives qui ont des ancrages nationaux. Et heureusement qu'il y a ces coopératives pour faire face aux crises. Parce qu'elles nous apportent des plateformes techniques d'exploitation, des plateformes techniques de commercialisation. Alors effectivement, ça va en Allemagne, ça va en Chine. Chez moi, dans ma commune, j'ai une plateforme permanente qui exploite tout le massif du Jura, le haut du massif du Jura, tu l'as vu. C'est des camions qui viennent de Gênes, port de Gênes qui appartient aux Chinois, et ça part direction la Chine depuis Frasnes. Et on a pourtant une gare TGV, on a du fret. Ça prend Mais il y a la des route. efforts quand même qui sont faits pour le bois local et l'exploiter. Mais à côté de cela, chez nous, le technicien, moi je suis adhérent à ces coopératives, il me conseille techniquement, il me conseille pour replanter après l'exploitation, il replante. Mais moi j'ai accompagné le technicien, on a fait des sondages, on a fait des carottages, on a vérifié le sol, si la compatibilité avec le sol, les plans, etc. Donc, et d'une parcelle à l'autre, entre l'idée que j'avais et ce qu'il me propose, puis la régénération naturelle, parce qu'ils sont aussi pour la régénération naturelle. Donc, et puis, l'autre aspect, c'est l'aspect fiscalité. Parce que la loi est bien faite, et c'est un des domaines les propriétaires privés ignorent et ne connaissent pas. Et il y a tous des leviers qui existent, et il y a tout un travail de pédagogie pour que la forêt soit accompagnée, les propriétaires privés soient accompagnés sur le volet de bonne gestion de la forêt au travers d'un encouragement fiscal. Donc il y a aussi cela qui est important, et grâce à ces coopératives, moi je vois les succès fous que ça a auprès des propriétaires. Chez nous, ça mobilise, ils remplissent la salle à chaque réunion, parce que les propriétaires ont besoin de se nourrir, de se rassurer entre eux. Et il faut une crise comme cela pour qu'ils prennent conscience des attendus. Donc ça, c'est aussi des éléments qu'il faut partager. Vive la crise, disait Yves Montand il y a déjà quelques années. Eh ben, je vois, hein, vous êtes passionnés, passionnants. Malheureusement, on a un timing à respecter, des trains qui vont partir sans les uns, sans les autres. On va prendre une question dans la salle pour dire de ne pas clôturer un débat sans avoir pu ouvrir le débat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir, poser une question dans la salle? Eh ben, c'est que vous avez été parfaitement clair. Eh ben alors, je vous remercie à tous. On peut les applaudir bien fort. Merci beaucoup. Morad.